C'est donc le troisième mardi de la Deep Tech. Aujourd'hui, on va parler des besoins d'accompagnement des startups Deep Tech. On va notamment donner la parole à Louise qui chez BPI France, anime la communauté Les Deep Tech avec plus de 300 entreprises au sein de la communauté. Donc, c'est une communauté qui prend corps depuis 2 ans. Et puis, plus personnellement, je travaille au sein de la direction depuis 1 an et demi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interagis notamment sur le Deep Tank avec bon nombre d'entre vous, et puis sur aussi la plateforme lesdeeptech.fr que je vous engage à aller découvrir et à parcourir toutes les semaines si jamais vous n'avez pas pris ce réflexe encore. Donc, les mardis de la Deep Tech, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vient de trois constats qu'on a fait au fur et à mesure de nos échanges avec vous. Le premier, c'est que finalement, il y a beaucoup de sujets d'études et d'actualités qui sortent autour de la Deep Tech en ce moment. C'est un sujet qui est à la fois à la mode et qui est en même temps une tendance de fond qui s'est construite au fur et à mesure des années. Et donc, que ce soit vous, BPI France, d'autres acteurs du conseil, il y a plusieurs analyses et études de fond qui sont produites chaque mois et qui méritent d'être retranscrites auprès de tout le monde pour partager ce savoir. Le deuxième constat, c'est qu'on a une communauté quand même d'accompagnement qui se développe, qui interagit, qui se construit. Il y a eu FTS, il y a eu SIA, il y a eu le Deep Tank, et vous commencez à quand même de mieux en mieux vous connaître, je crois, les uns les autres. Et puis nous, on commence aussi à mieux vous connaître. Finalement, il ne faut pas oublier que la direction Deep Tech chez BPI France est assez récente, et donc on sent que finalement nos interactions se renforcent et les relations progressent. Et donc on se dit qu'on a envie de poursuivre la construction de cet écosystème, ou en tout cas le fait de partager des informations clés est vraiment au cœur de cet écosystème. Et puis finalement, au cours des différentes interactions qu'on a les uns les autres, on voit qu'il y a une forte curiosité pour découvrir ce que chacun peut faire en local et à partager à la fois les bonnes pratiques, des résultats d'études et puis des réflexions peut-être un peu de fond sur l'évolution et l'avenir de la Deep Tech en France et à l'international. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de lancer cet objet qui s'appelle les Mardis de la Deep Tech, qui est un cycle de rendez-vous qui est dédié à l'écosystème d'accompagnement ou plus largement à l'écosystème d'innovation. Donc, dans la salle, vous représentez des structures de valo, des laboratoires, des universités, des incubateurs, accélérateurs, start-up studios. Je crois même qu'il y a quelques investisseurs. Donc, on est ravis de tous vous accueillir, vous qui interagissez au quotidien avec des porteurs de projets et qui leur amenez des points de challenge, des points de connaissance, des formations, et qui les aidez à faire grandir leur projet. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de prendre 1 heure toutes les 2 ou 3 semaines pour approfondir nos connaissances sur une dynamique de fond de la Deep Tech, que ce soit en France ou à l'international, avec finalement deux grands angles. Le premier, ça peut être des interventions d'experts, et puis le deuxième, c'est de partager des résultats d'études, le tout sur un format interactif pour vous laisser quand même un peu la parole, histoire qu'on parle pas trop et que ça soit pas trop ennuyant. Donc, on essaie de penser le format pour que ça soit le plus interactif possible. Et puis finalement, la promesse aussi derrière les mardis de la Deep Tech, c'est peut-être de sortir la tête du guidon 1 heure toutes les 2 semaines pour prendre une petite respiration et un peu de hauteur sur ce qui peut se passer ailleurs. Et donc, encore une fois, on est vraiment ravis de vous accueillir. Comme je le disais en introduction avec les premiers arrivants, il y a déjà eu 2 dates, donc je vais pas vous refaire le contenu de ces 2 dates-là, mais la première a porté sur le modèle de Startup Studio et la deuxième sur les équipes fondatrices. On est aujourd'hui au 3e mardi de la Deep Tech avec cette question finalement assez clé qui vous concerne directement, c'est de quoi ont besoin les fondateurs de Startup Deep Tech en termes d'accompagnement. Je reviendrai un tout petit peu dessus pour introduire la présentation de Louise, mais c'est une étude qu'elle a menée auprès des entrepreneurs de la communauté des startups Deep Tech et donc qui vous sera retranscrite aujourd'hui avant qu'on passe à une partie plutôt table ronde. Et puis, il y a 2 dates qui arrivent, donc si jamais vous êtes déjà inscrit, c'est super. Et puis, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, il reste de la place puisqu'on est en full digital et donc il y a autant de places que de gens qui veulent venir. Le prochain, c'est le 23, toujours un mardi et toujours à 17h sur la dynamique de création de startups issues du transfert de technologie. C'est une analyse rétrospective des tendances et évolutions auprès de 1300 startups étudiées qui a été menée notamment au sein de la direction et qui vous sera retranscrite sous format PowerPoint. Et puis on conduira aussi une petite table ronde sur finalement l'avenir. Là, c'est une analyse très rétrospective et on essaiera de se poser des questions sur ce qui va se passer après. Et puis, la dernière date de l'année, ce sera le 14 décembre, avant de relancer un cycle en janvier, mais 14 décembre, date à noter également. Il y a le BCG et Hello Tomorrow qui viendront vous présenter l'étude qu'ils ont menée sur les paradoxes de l'investissement en Deep Tech.
qui est une étude qui a été déjà pas mal publiée, commentée, et donc ça sera l'occasion éventuellement de la découvrir si vous ne la connaissez pas, ou de venir poser toutes vos questions si vous l'avez lue et que vous restez sur votre faim sur certains sujets. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez le lien ici, mais bon, comme il est un petit peu comme il est un peu compliqué à retenir, sinon vous avez le lien dans l'invitation d'aujourd'hui, et donc vous pouvez aller le rechercher assez facilement. Et avant qu'on rentre complètement dans le vif du sujet, j'ai une deuxième info qui ne concerne pas directement les mardis de la Deep Tech, mais qui concerne l'écosystème auquel vous appartenez, qui est qu'il y a des nouveautés sur la plateforme Les Deep Tech, et donc c'est une bonne occasion de vous y reconnecter. Je suis sûr que vous êtes déjà très assidus, qui tourne autour des formations, les formations à la fois pour des porteurs de projets et à la fois pour vous, tous les acteurs de l'accompagnement qui voulaient vous professionnaliser sur des sujets liés au transfert de technologie. Donc le premier volet, c'est destiné aux porteurs de projets. On les retrouve dans la partie nos services et formation. C'est des modules de formation gratuits pour perfectionner ses compétences sur l'entrepreneuriat. Donc vous allez voir, c'est des modules assez courts en général qui permettent de découvrir un sujet pour les porteurs de projets. Et donc n'hésitez pas à vous en faire le relais auprès de vos porteurs si jamais il y a des sujets sur lesquels ils veulent commencer une montée en compétences. Et puis le deuxième vous est plutôt dédié à vous. C'est que finalement le transfert de tech, c'est une des voies obligatoires des entreprises deep tech. C'est quelque chose auquel tous vos porteurs de projets ou presque ont été confrontés. Et donc, c'est intéressant de bien comprendre ce qui se passe dans les mécaniques. Et donc, le réseau Curie propose, via la plateforme, tout un tas de formations qui vont des formations de découverte et d'initiation à des formations beaucoup plus expertes sur le sujet. Et donc, je vous laisse découvrir leur catalogue et éventuellement souscrire à une de ces formations si ça vous intéresse. Voilà, la petite transition pub et article de la plateforme est passée. Merci encore à tous d'être venus, et on va rentrer dans le vif du sujet avec Louise qui va nous présenter une étude qu'on a menée au sein de la direction. Enfin, je dis c'est plutôt elle qui l'a menée. Auprès de 60 entrepreneurs de la communauté Les Deep Tech, qui est la communauté des startups Deep Tech qu'on anime au national. Et qui est un bilan en fait d'une prise de besoin auprès des porteurs de projets. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'une part qu'on a une position relativement neutre parce qu'on n'intervient pas directement quotidiennement auprès d'eux sur l'accompagnement comme vous pouvez le faire, et donc ils ont une parole un peu libérée. Et puis l'autre point d'intérêt, c'est qu'il y en a 60 qui ont répondu, et donc ça fait un corpus assez intéressant, et que c'est finalement très appuyé sur leur verbatim et leurs mots à eux. Et donc Louise, je te passe la parole. Ça marche. Et du coup, petite précision, on a intégré les derniers qu'on a fait, donc on est plus à 80 calls. Voilà. Ah, autant pour moi, bravo. Ne Je t'inquiète savais pas. pas. C'était la petite surprise que je comptais te faire. Très Donc, sympa. du coup, ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter un peu ce bilan des prises de besoin. En gros, c'est notre format qu'on appelle les Jack Flash. Quand les startups arrivent dans la communauté, pour la plupart, celles qui le souhaitent, ce qu'on fait, c'est que pour mieux les connaître, pour mieux comprendre leurs enjeux et leurs besoins du moment, et donc pour mieux les servir, on prend environ 45 minutes, on leur déroule tout un certain nombre de questions, et ça nous permet ensuite, nous, d'avoir des informations quanti et quali sur leurs besoins, sur ce à quoi elles sont confrontées, parce qu'il n'y a pas encore quand même beaucoup de littérature sur la deep tech qui existe. Du coup, eh bien, ce qui est plutôt chouette en menant cette initiative, c'est que on a des liens un peu plus forts avec les entrepreneurs deep tech, on a une meilleure compréhension de leurs besoins, et suite à ça, ils deviennent aussi plus actifs dans la communauté. Du coup, voilà, on a environ donc 80, comme je vous le disais, startups qui ont réalisé un Jack Flash. Cette slide n'est pas exhaustive, mais voilà, peut-être qu'il y a des startups qui viennent de chez vous, c'est même tout à fait possible. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette démarche? Tout d'abord, c'était pour déterminer un peu le profil type d'une startup deep tech, membre de notre noyau. Notre noyau, c'est vraiment, voilà, en gros, dans la communauté, on a environ 350 membres, même un peu plus. Et donc, les boîtes du noyau, c'est vraiment celles qui ont fait un Jack Flash et celles avec qui on a des interactions régulières. Ça nous a permis également donc, de faire émerger les principaux enjeux et besoins qui sont liés. Ça nous permet également de préparer une analyse plutôt quanti par la suite. Donc, suite à tous les items qui vont être dégagés par cette analyse qualitative. Comme ça nous permet de voir les enjeux qui sont sous-évalués par les startups, mais également voir les besoins d'accompagnement qui seraient peut-être pas encore assez adressés. Et enfin, ça nous permet, nous, en interne chez BPI France, d'adapter notre offre d'accompagnement par justement cette meilleure appréhension des enjeux et des besoins.
Alors, juste, ah oui, je me suis sous-estimée. On a 432 membres, mais 394 startups dans cette communauté. Donc là, ça vous fait un peu voilà, cette petite carte, cette carte d'identité. Sans grande surprise, on a pas mal de choses dans le numérique et dans le secteur aussi de la santé. Nos startups sont pour la plupart créées en 2018 et ces startups, eh bien, ah, oula, bon, bah, on n'est pas sur le bon graphique, mais globalement, on en a pas mal quand même en région parisienne et ensuite, c'est quand même assez diffus. Ensuite, là, c'était sur le côté des startups types de notre noyau. Alors, ce qu'il faut savoir, et donc c'est vraiment le disclaimer, c'est pour ça, dans ces informations, il y a peut-être à prendre ou à laisser, mais c'est du moins un peu une tendance qui se dégage dans ce qu'on voit passer nous, c'est que les startups de ce noyau, donc l'échantillon a été construit, on va pas dire au doigt mouillé, mais c'est vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, il faut relativiser. Mais globalement, les boîtes de notre noyau ne proviennent pas d'un OTT. Chiffre très surprenant, d'où le besoin de faire cette étude quanti pour voir un petit peu eh bien, d'où proviennent ces startups. Elles sont en Ile-de-France, elles ont en moyenne 4 ans et elles sont dans le secteur des technomédicales. Donc, suite à à tous ces questionnaires, enfin tous ces interviews qu'on a fait, on a 4 grands enjeux qui ont émergé. Donc je pense que je ne vous apprends rien, hein. Globalement, on a les mêmes enjeux qu'on soit start-up numérique ou deep tech. Donc on a évidemment, donc c'est classé par ordre d'importance pour les boîtes. Donc du financement, enjeux liés à la structuration de la société, enjeux liés à l'internationalisation et à l'accès au marché. En gros, donc l'accès au marché qu'on a découpé en 4 sous-catégories. Et donc, je vais vous les détailler une par une, mais je vais faire en sorte que ce soit sympa et que ce ne soit pas juste une lecture de slide. Alors, premier enjeu, financement, sans grande surprise. Bon, bah, 70% des boîtes de la communauté font face à cet enjeu, c'est enfin, normal. 50% ont une BFTE, donc ça veut dire qu'aussi, on a la plupart de ces boîtes-là, donc c'est normal, BFTE, elles en sont au début hein, de leur cycle. Donc, forcément, elles ont besoin de financement pour continuer à se développer. Et donc, du coup, dans les sous-catégories de besoins, ce qui est important de souligner, ça va être donc leurs besoins en accompagnement sur la levée de fonds. Donc, peut-être de leur, comment dire, donc elles, donc d'être accompagnées pour lever plus facilement des fonds, faire en sorte également que les investisseurs comprennent mieux, un peu mieux les deep tech, et pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus d'investissements, on ait plus d'investissements français, et qu'on ait évite également que, de perdre notre souveraineté nationale et que les startups soient tentées de partir à l'étranger. Deuxièmement, le besoin, ce sont des sessions de pitch. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, mais mine de rien, ce one-to-many est assez bénéfique pour les startups. Elles ont également besoin d'être mises en relation avec des investisseurs, que ce soit en France ou à l'étranger, pour se constituer un réseau. Mais surtout, elles ont besoin de mieux comprendre les investisseurs et leurs codes. Et d'ailleurs, on a lancé tout à l'heure notre programme, le kick-off de notre programme d'accompagnement à la levée de fonds pour ces startups early stage. Et on s'est dit voilà, qu'il y avait un réel besoin justement lié à cette prise de besoin. Où vraiment voilà, comprendre les codes et faire en sorte que les startups, les investisseurs et les OTT, voilà, qu'il y ait un peu plus de relation entre VC et OTT, c'est quand même un besoin assez primordial. Voilà pour l'investissement. Alors, sur les sujets de structuration de la société. Alors, donc du coup, comment est-ce que ça se découpe? Déjà, ce dont vont avoir besoin les boîtes, ça va être des mises en relation avec des experts et des pairs pour adresser ces enjeux. Donc, beaucoup voilà, d'échanges entre pairs, d'échanges avec des experts DRH, par exemple. Elles vont avoir besoin de recrutement en compétences de pointe. Et donc, du coup, pouvoir faire venir les meilleurs talents, que ce soit des talents français ou étrangers, mais elles ont besoin d'un accompagnement là-dessus. Elles ont besoin également de formation. Elles ont également besoin, et donc ça peut-être, ça peut être lié avec le fait que 50% des boîtes qui nous ont remonté ce besoin sont en Île-de-France, et justement lié avec peut-être la recherche de locaux et de laboratoires qui est peut-être un petit peu plus compliquée en région parisienne, mais voilà, ça leur manque crucialement. Donc ces boîtes-là manquent aussi pas mal de temps pour adresser toutes les généralités RH. C'est vrai que eh bien, tout ce qui va être des templates de contrats, enfin voilà, ce genre de choses qui sont très admin, mais que les fondateurs ne maîtrisent peut-être pas forcément de manière instinctive. Ça leur fait perdre du temps, elles ont besoin d'être accompagnées là-dessus. Et alors, ce qui est plutôt notable, c'est que n'arrive qu'en 6e position le recrutement de profils business. Et donc, justement, ce qui fait écho au fameux service Tandem, donc de recherche de cofondateurs, parce que, justement, les startups ont peut-être tendance, et ce qu'on va voir tout au long de cette presse, mais ont tendance à minimiser certains besoins qui sont pourtant extrêmement importants, surtout quand on se place côté accompagnateur, quand on a un regard extérieur. Voilà, c'est intéressant à noter. Ensuite, donc, première partie du sujet de l'accès au marché.
Alors, pour accéder au marché, donc là, on va déjà se focus sur le marketing et les ventes. Donc tout d'abord, évidemment, les boîtes ont besoin de gagner en notoriété, justement, voilà, que ce soit à l'échelle locale, nationale, voire internationale, pour être un peu plus visible. Donc ça, c'est vraiment un besoin qu'elles formulent. Deuxièmement, être mis en relation, qu'on les accompagne sur cette mise en relation avec des grands groupes ou des PME hein, également. Troisièmement, et ben, du coup, pour y arriver, elles ont besoin aussi de retours d'expérience de la part de pairs qui ont déjà vécu ces étapes-là, mais également d'experts qui pourraient les y accompagner. Et donc, je me suis permis de surligner aussi le petit nota bene, justement sur les sujets en fait branding. Donc, ce qui est paradoxal, elles ont besoin d'être mises en visibilité et qu'on communique sur elles. Cependant, elles ont tendance à sous-évaluer tous les sujets de branding et communication. Elles les remettent à plus tard parce qu'elles n'y voient pas forcément de ROI direct. Et ça, on a déjà pu s'en parler avec, notamment avec Christine. Voilà, elles ont besoin d'être accompagnées, ces boîtes-là, pour avoir un ensemble assez consistant et cohérent et qui, bah, du coup, une fois qu'elles sortent du bois, on va dire, eh bien, elles aient déjà un semblant d'identité visuelle, une stratégie marketing et communication. Et ce ne sont pas, du coup, des choses qu'elles font en spot, un peu quand elles ont le temps. Voilà, il y a vraiment un gros point à noter là-dessus. Ensuite, toujours sur le sujet d'accès au marché, ça va être le soutien sur les actions de lobbying. Alors, donc on voit 93% ont moins de 3 ans. Bon, bah, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Évidemment, les deep tech, quand elles se créent, elles vont voilà, créer quelque chose qui est en rupture avec l'existant. Et donc, il n'y a pas toujours de réglementation adéquate et d'un un contexte réglementaire qui leur permet de se développer dans les meilleures conditions. Donc, sous-catégorie de besoins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, évidemment, bah, lever des barrières réglementaires pour avoir vraiment un cadre qui soit plutôt favorable à leur développement. Et en fait, voilà, les marchés sont naissants, très peu matures, donc elles ont besoin d'être aidées là-dessus. Deuxièmement, bah, du lobbying, très concrètement, hein, pour avoir donc, des groupes d'influence, au même titre que ce que France Biotech a pu faire. Voilà, avoir vraiment ces créations de groupes pour aller, en fait, d'une même voie, se coordonner et aller eh bien, plaider en faveur de réglementations plus adaptées aux deep tech, parce qu'il faut savoir évoluer et que, voilà, on a des besoins qui naissent. Et troisièmement, bah, ils ont besoin également d'aide pour aller évangéliser les marchés et accélérer l'adoption de certains produits. Alors, vous dis pas, enfin, je ne vous lis pas tout ce qui est sur les slides. Dans tous les cas, ça pourra vous être envoyé et vous pouvez tout à fait lire hein, ce qui est marqué dessus. Donc, à chaque fois, on a des verbatims voilà, qui viennent un petit peu étayer le propos. Toujours dans l'accès au marché, le sujet du produit. Alors, le produit au sens, alors par exemple, certaines deep tech vont avoir tendance à mettre au point un produit très complexe. Sauf que dans la phase d'industrialisation, il va y avoir vraiment un gros coût d'adaptation pour aller donc adapter son produit en fait à chacun de ses clients. Donc en fait, peut-être que dès le départ, il faut penser à designer son produit en pensant industrialisation. Donc du coup, le 1 et le 3 sont assez liés. Mais alors oui, excusez-moi, je vous ai dit le 3 avant le 1, je reprends. Sans grande surprise, le sujet industrialisation est le plus important pour les deep tech, pouvoir produire à plus grande échelle hein, les produits qui sont développés. Bon, dans tous les cas, on a tous entendu parler voilà, de France 2030, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont être faites pour aller développer des usines. Il semble qu'on a même un objectif 50 usines de deep tech industrielles par an d'ici 2030. Donc voilà sur le sujet industrialisation. Ensuite, sans grande surprise, encore des mises en relation avec des pairs et des prestataires. Et enfin, le fameux sujet du design du produit, arriver à penser quelque chose de très ergonomique et à penser industrialisation dès le départ. Troisième enjeu qu'on a mis à cet endroit-là, donc on a intégré donc, à l'accès au marché, qui est le sujet de la propriété intellectuelle. Et là, du coup, cette slide n'est pas du tout comme les autres parce qu'aucune startup interrogée n'a exprimé cet enjeu spontanément. Comment on peut l'expliquer? Peut-être déjà parce qu'à la phase donc, création-amorçage, le sujet va être délaissé suite à la négociation avec les organismes de transfert. Donc du coup, le sujet n'est peut-être plus forcément suivi, il peut être parfois délégué et les entrepreneurs ne sont pas non plus au fait tout ce qui va concerner la complexité des familles de brevets. Ensuite, quand arrive le stade de l'accélération, eh bien, ça devient compliqué parce que quand on veut aller parler lors de conférences avec de potentiels clients, eh bien, on risque de divulguer des informations si on n'a pas une strate de pays qui est, enfin, une propriété intellectuelle qui est bien protégée. Deuxièmement,
ils prennent aussi conscience à ce moment-là de l'importance de leur strat et qui vient généralement en plus en même temps que leur volonté d'internationalisation. Sauf que il faut connaître les spécificités de tous les marchés internationaux pour s'y positionner relativement vite. Sauf que elles sont bloquées par des réglementations. En fait, on a des temps longs de dépôt de brevets dans un certain pays et ce qui peut du coup évidemment les freiner dans leur développement et leur accélération. Du coup, l'enjeu et les objectifs là-dessus, c'est peut-être qu'on sensibilise toujours plutôt les entrepreneurs sur ce sujet et qu'on les fasse acquérir une méthode. Deuxièmement, peut-être qu'ils soient plus accompagnés pour avoir une stratégie long terme tout en assurant les besoins court terme. Et l'importance également de cette stratégie claire, ça vient morceler aussi l'API qui est morcelée et on peut le voir aussi régulièrement, ça peut être quelque chose de très bloquant pour les investisseurs et autres partenaires. Excusez-moi. Quatrième enjeu. Donc là, ça va être sur le sujet de l'internationalisation. En moyenne, donc ça arrive à peu près à l'âge de 4 ans, on parle international. Du coup, comment adresser cet enjeu? Toujours via des mises en relation avec des pairs qui sont déjà développés. Globalement, on le ressent pas mal, l'intelligence collective, cette mise en relation entre pairs est très demandée par les deep tech. Et elles ont besoin également d'avoir peut-être plus de concours et de missions pour les accompagner sur cette internationalisation. Ça leur fait gagner du temps, ça leur fait éviter certains pièges peut-être. On les aide aussi à leur ouvrir les portes d'acteurs locaux. Et par exemple, ce qui peut être parfois intéressant, ça va être la mise en place de partenariats technologiques internationaux où on va développer une offre, par exemple avec un partenaire, j'en sais rien, à Singapour. Et du coup, on va on va profiter en quelque sorte de ce partenaire pour pouvoir aller commercialiser ces produits. Voilà globalement pour l'internationalisation. Donc, on arrive à la fin, bilan de cette analyse. Eh bien, 100% des startups interrogées font face au moins à un enjeu, donc ce qui est plutôt chouette. Ça veut dire que tout le monde ici, on a encore du travail. Alors, côté startup, voilà, ce qu'il faut vraiment noter, c'est le sujet marketing, où vraiment les boîtes tentent vraiment à pas ou peu comprendre ce qui est lié au marketing, au branding, avoir une stratégie très claire et ce qui fait aussi qu'elles peuvent manquer d'une visibilité optimale et voilà, et peut-être que cela pourrait réduire leur go-to-market. Deuxième point important, comme on vient de le mentionner, ce qui est lié à la propriété intellectuelle. Voilà, le sujet est délaissé. Il faut qu'elle soit peut-être un peu plus protégée sur l'ensemble de leur marché cible et qu'elle soit protégée en France, mais également sur les marchés de pays internationaux. Et côté accompagnateur, alors ce qu'on a pu noter de ce que donc les startups nous ont dit, c'est que il y avait 3 enjeux qui manquaient d'offres d'accompagnement. Sur les sujets produits, donc ouais, elles ont tendance à manquer d'accompagnement concernant leur industrialisation. Sur le sujet soutien et lobbying, peut-être besoin également. Donc, alors, ce sont juste voilà je n'ai pas la solution, mais du moins voilà, c'est ce qu'on peut en ressortir. Je ne sais pas comment on peut faire, mais il faudrait peut-être un peu plus qu'on arrive à organiser en fait peut-être les filières et à les faire parler d'une seule et même voix, ce qui faciliterait le lobbying et ça les aiderait à se développer dans un cadre réglementaire plus favorable. Et enfin, dernier élément, peut-être un accompagnement sur eh bien la signature de locaux et de bureaux pour qu'elles puissent se développer et pouvoir recevoir leurs équipes. Il me semble que c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Merci beaucoup, Louise. C'était hyper intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous découvrent pas complètement le sujet et il y a d'ailleurs beaucoup de sujets dont on a pu parler au sein des Deep Tank, au sein d'interactions plus informelles, qu'on a lu dans des dossiers SIA, qu'on a lu dans vos mails, etc. Donc j'imagine que c'est pas une découverte absolue et heureusement, mais c'est vrai que ça permet de brosser un tableau assez complet en fait finalement des avis des uns et des autres et puis c'est intéressant de l'avoir quantifié finalement quand même sur 80 startups. Ça commence à faire un retour quali/quanti qui est tout à fait intéressant. Il y a la suite, hein, ce que tu as dit, c'est que la suite, il y aurait une analyse plus quantitative, une sorte d'enquête nationale auprès des membres de la communauté. Et donc, Exactement. Et même qui- l'ensemble des startups deep tech dans l'idéal. Là, et parce que donc c'est ça, ça qui est le c'est sujet, un peu, ouais, de se dire, les startups, je vois dans les questions, celles qui ne sont pas accompagnées par un organisme de transfert, en fait, d'où est-ce qu'elles proviennent, comment est-ce que ça s'est passé? Et voilà, comme on se le disait, on manque toujours encore un peu de littérature et peut-être de data sur la deep tech. Donc, intéressant de pouvoir un peu mieux tracer les startups.
Ok, bah, merci beaucoup. Et puis peut-être à vous tous qui nous écoutez, si vous avez du coup une question ou deux à inclure à cette enquête nationale, ou en tout cas si vous avez des idées de questions à poser, n'hésitez pas à nous en faire part. On essaiera d'agréger tout ça et puis de faire une seule et même enquête pour tout le monde plutôt que chacun interroge ses propres startups. Ça peut amener un effet d'échelle assez intéressant. Avec plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure. On y répondra, on essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure directement dans le chat, soit tout à la fin. On fera un petit temps de questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au deuxième temps. Vous avez vu qu'il y a plein de besoins identifiés. Finalement, au sein de chacune de vos structures, vous êtes à ressources limitées et donc vous ne pouvez pas répondre à tous les besoins de tous les porteurs de projets et de toutes les manières qui soient. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous faites tous des choix stratégiques par rapport à ce que vous décidez d'apporter ou non à ces porteurs de projets en fonction de vos ressources, du stade de maturité de projet que vous accompagnez, des besoins que vous rencontrez dans chacun des projets. Et on a du coup fait appel à 4 éminents membres de cette communauté qui vont venir nous raconter un petit peu ce qu'ils font au sein de leur structure pour accompagner les porteurs de projets, en dresser un tableau autour de peut-être un angle ou deux assez fort et de parti pris assez fort de leur parcours d'accompagnement. Évidemment, l'idée, c'est pas qu'ils racontent tout ce qu'ils font au sein de leur structure et c'est pas non plus qu'on vous demande absolument à tous les autres de vous en inspirer, mais ça permet d'éclairer et d'apporter un éclairage un peu opérationnel par rapport à des enjeux qu'a présenté Louise. Donc j'accueille Guillaume de Deep Tech Founders, Christine de Linxium, Thibaut de Agoranov et Thomas de Entrepreneur First. Il me semble que vous êtes là tous les quatre et donc vous pouvez activer votre micro. Je vais pas tarder à vous passer la parole. Je vous mets juste en évidence, comme ça on va pouvoir, tout le monde va pouvoir vous voir. Je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, pardon. Et du coup, peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet avec vous, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les quatre en une minute 30 chacun, en nous disant qui vous êtes, à quelle structure vous appartenez, et puis quel type de projet vous accompagnez au sein de la structure? On peut commencer par toi, Christine, si ça te va. Oui, merci Paul, merci à Louise et merci à David voilà, de nous proposer l'opportunité de partager un petit peu notre expérience avec les participants ce soir. Et puis bravo Louise pour cet état des lieux. C'est toujours intéressant pour nous de revenir aux besoins de nos entrepreneurs. Donc je m'appelle Christine Vaca, je suis directrice du pôle incubation au sein de Linxium, c'est la SATT grenobloise. Et donc, en termes d'accompagnement, donc nous sommes une SATT qui est très intégrée puisque nous intervenons sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la maturation technico-économique dans les laboratoires. Donc, on va détecter des startups grâce aux équipes de valorisation des établissements. On détecte donc des technologies qui nous semblent prometteuses et puis on a un accompagnement technico-économique auprès des chercheurs. Premier niveau d'accompagnement. Le deuxième niveau, c'est l'incubation après la maturation. Donc là, il s'agit d'aider à l'émergence de startups from scratch, startups qui vont être donc basées sur l'exploitation des résultats de la maturation et de la propriété intellectuelle issue de la maturation technico-économique. Et puis, on a un troisième niveau d'accompagnement, ce qui est plutôt post-création, donc, et qui concerne l'accélération des startups que nous avons contribué à faire émerger. On accompagne des projets qui sont plutôt en TRL assez bas en entrée en incubation. Alors, nous, on a défini un minimum de TRL 3. Et puis, c'est majoritairement donc des startups deep tech, enfin des technologies deep tech, des projets deep tech. On est une trentaine de personnes pour donc déployer notre accompagnement sur les 3 niveaux de la fusée. Et puis, pourquoi est-ce que on a ces 3 niveaux d'accompagnement qui se succèdent? Eh bien, c'est parce que la Statlinxium a un business model un petit peu particulier. Elle a notamment 2 flux de revenus.
qui, pour le premier, est basé sur l'exploitation de la propriété intellectuelle qui est transférée aux startups qu'on contribue donc à créer. Et le deuxième flux de revenus, il est lié à la vente de nos participations dans ces mêmes startups, puisqu'on se positionne cofondateur à hauteur de 10% du capital social initial. Voilà, à ce stade, nous avons donc contribué à l'émergence de 62 startups dans lesquelles nous sommes toujours cofondateurs. Ok, merci beaucoup. Guillaume, je te laisse prendre la suite. Oui, pas de problème. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et alors, moi, je représente ici Deep Tech Founders. Qui on est chez Deep Tech Founders? On est un programme d'accompagnement et de formation pour des équipes qui sont entre le moment où ils se posent la question de est-ce qu'ils veulent monter une startup ou non, jusqu'à des équipes qui ont déjà levé un seed, donc qui sont déjà incorporées et qui se posent la question de la série A. Donc, on travaille sur ce spectre-là. Pour donner une idée de l'échelle, on travaille par des promotions de 5 mois. On en est à la 7e promotion. Donc, on a travaillé environ avec 150 projets. On a environ 50% des projets qui ont mené à la fondation d'une startup, ce qui est pour nous un peu plus que ce qu'on espérait. Enfin, pour nous, on n'est pas pour la création de startup à tout prix. Donc 50%, c'est un chiffre qui nous paraît plus ou moins juste. On pensait même que ce serait un peu moins au départ. Donc on a accompagné 150 projets, ça fait environ 350 personnes qui sont passées par le programme, qui ont mené à un peu plus de 130 millions de levées de fonds en 3 ans et 450 emplois. Donc nous, on est 4. La façon dont on travaille, c'est qu'on va avoir un programme d'accompagnement qui va durer 5 mois, dans lequel on va avoir un mélange entre des sessions plénières qui vont consister en un petit peu de théorie, mais de façon la plus pragmatique possible, c'est-à-dire faites par des entrepreneurs, et des retours d'expérience. Donc plutôt 2 tiers de retours d'expérience, 1 tiers de théorie. On pense que les retours d'expérience, c'est vraiment ce qui a de plus grande valeur pour les gens qui participent au programme. Et à côté de ça, on va avoir 1h30 de coaching dédié à chaque projet par semaine, donc avec vraiment un accompagnement proche, où on va vraiment les pousser à rentrer dans la peau d'un CEO, c'est-à-dire à quitter un rythme de laboratoire où les choses avancent au mois. Et nous, on veut vraiment que les choses commencent à avancer à la semaine. Voilà, en quelques mots, du Tech Founders. Merci beaucoup. Thomas, je te propose de prendre le relais. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Paul, et merci beaucoup, Louise, pour la présentation. J'ai appris plein de choses. Donc, moi, je m'appelle Thomas et je travaille pour Entrepreneur First depuis 3 ans. Et je m'occupe du programme Entrepreneur First en France. Donc, Entrepreneur First, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un fonds d'investissement capital risque anglais qui a 2 particularités. La première, c'est qu'on a une thèse d'investissement qui est plutôt orientée deep tech, même si on a quand même tendance aujourd'hui à se pencher sur des projets un peu moins deep tech qu'avant. Et la deuxième particularité, c'est que je dirais que 99% des sociétés dans lesquelles on investit, en pré-seed et en seed, on les monte en fait, grâce à un programme qui a lieu 2 fois par an, à Paris en France, mais aussi dans 6 autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, Toronto, au Canada ou encore Singapour et Bangalore en Asie. Donc le programme, il dure de 3 à 9 mois. Donc pendant les 3 premiers mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper 60 individus à Station F, d'où je vous appelle, qui du coup se divisent en 2 catégories. Donc on va avoir des gens qui vont avoir plutôt un profil de CEO, et l'autre partie qui vont avoir des profils plutôt de CTO. Donc ça va être des gens qui sont plutôt orientés tech, et qui généralement ont eu leur diplôme récemment, donc qui sortent d'un postdoc ou qui sortent d'un PhD. Et le but, c'est de faire rencontrer ces 2 types de personnes, et d'en tirer une entreprise. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc sur les 3 premiers mois, en fait, donc on va payer les cofondateurs 2 000 € par mois pour que, bon, déjà ceux qui sont un petit peu ceux qui ont peur un petit peu de quitter le confort de l'entrepreneuriat, enfin du salariat, nous rejoignent. Mais on va se concentrer sur 2 choses. Premièrement, la création d'équipe. Donc faire en sorte que voilà, les gens se rencontrent et travaillent ensemble sur des sujets pertinents. Deuxièmement, beaucoup d'idéation, donc les aider à trouver en fait des problèmes à résoudre qui soient pertinents, qui soient sur des marchés qui soient
soient porteurs. Et au bout de 3 mois, donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va décider si on investit ou pas dans le projet. Et si on investit, c'est 90 000 € contre 10% de part de la boîte, et c'est un deal qui est fixe. Et en gros, l'accompagnement qu'on fournit pendant ces 3 premiers mois est un peu similaire à l'accompagnement de Guillaume. Donc, on a 2 types d'accompagnateurs. On a des gens qui vont en fait avoir déjà monté les boîtes et qui sont là pour aider les gens à tirer le meilleur d'eux-mêmes et à ne pas faire d'erreurs, en fait, on va dire éliminatoires dès le début. Et on a un deuxième type d'accompagnants qui sont là vraiment pour suivre l'individu, pour l'aider du coup à se transformer de chercheur ou d'employé à cofondateur. Et voilà. Top. Et donc les 6 mois qui suivent, on va surtout aider ces gens-là à transformer leur projet en société qui, en fait, va pouvoir lever des fonds avec des investisseurs en capital risque qui sont un peu plus conventionnels que nous. Donc principalement des acteurs français, mais aussi beaucoup d'acteurs américains, notamment récents. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et puis, Thibaut, tu peux clôturer ce premier tour de présentation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Du coup, donc moi c'est Thibaut Garcia, je suis entrepreneur en résidence chez Agoranov. Du coup, donc Agoranov, c'est un incubateur de la loi Allègre où on se positionne en fait pour favoriser le transfert de technologies issues de la recherche publique par la création d'entreprises innovantes, donc à fort potentiel technologie. Donc naturellement, on se positionne assez en amont sur la maturité des entreprises, même si c'est assez variable en fonction des secteurs. Nous, ce qu'on propose, c'est donc un accompagnement par les chargés d'affaires pour accompagner les entreprises sur toutes les problématiques qu'on a pu voir lors de la présentation. On essaye de les accompagner là-dessus. En parallèle, on a aussi un programme d'accélération avec donc un certain nombre d'événements qui cherchent à adresser les grandes problématiques que rencontrent nos entreprises, avec des retours d'expérience, des intervenants experts de leur métier, etc. On héberge également, on peut proposer l'hébergement à nos entreprises, et on a aussi donc le programme d'entrepreneurs en résidence auquel je fais partie, qui est donc quelque chose qui est assez bien développé chez Agoranov, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'il existe, avec 40 personnes qui sont passées sur ce poste, donc c'est quelque chose qu'on commence à assez bien maîtriser. Juste pour donner quelques chiffres, donc nous on a trois chargés d'affaires, un en industrie, un en santé et un en numérique, qui chacun accompagne entre 20 et 30 startups pendant une durée de 2 ans. Ok, merci beaucoup. Et on va évidemment revenir sur ton rôle d'entrepreneur en résidence tout de suite après. Ce qu'on a convenu de faire avec chacun d'entre vous, c'est peut-être de mettre le focus sur une partie de votre accompagnement. Alors, vous n'allez pas évidemment nous raconter tout le programme, mais peut-être sur les points saillants qui font écho un peu à ce que nous a raconté Louise. Alors, Christine, je commence avec toi si ça te va. Au cours de notre discussion, tu nous as raconté un petit peu que finalement, l'un des besoins implicites au fait de créer une entreprise, c'était de travailler sur sa posture entrepreneuriale et sur finalement le moi entrepreneur. Et du coup, on a trouvé que c'était assez intéressant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de travailler ce sujet-là avec les porteurs de projets avec lesquels vous bossez et que vous accompagnez, et surtout comment vous faites pour accompagner sur le volet très humain finalement les porteurs de projets, au-delà de tous les besoins que le projet pourrait avoir, et plutôt du coup sur comment est-ce que chacun trouve sa place dans le projet, au sein d'un projet d'entrepreneuriat, notamment quand on n'en a pas déjà créé et qu'on est néo-entrepreneur. Oui, effectivement, chez Nixium, on a, au sein de l'accompagnement en incubation, on a un gros focus sur la constitution des équipes entrepreneuriales, et puis sur le fait de permettre à chaque porteur de projet de se positionner là où il va créer le maximum de valeur ajoutée pour la future société. Donc déjà, c'est dans cette optique-là qu'on travaille. Et puis, pourquoi est-ce qu'on met autant d'importance sur la qualité de l'équipe entrepreneuriale? C'est parce que nous, on fera un bon accompagnement si on a la bonne équipe, et puis on se facilitera la tâche et on ira plus vite dans notre accompagnement au quotidien.
Donc, c'est aussi une grosse motivation pour nous, équipe accompagnatrice. En tout cas, dans notre accompagnement, on croit en 3 postulats. Le premier des postulats, c'est que l'entrepreneuriat, ça s'apprend en grande partie. Alors après, on n'a pas la clé du succès pour être le meilleur des entrepreneurs, mais en tout état de cause, on pense que ça s'apprend. Et puis, on a aussi un deuxième postulat qui est de dire s'il faut entreprendre, c'est aussi en équipe. Donc, on va aider chaque individu à avoir une réflexion personnelle sur ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'est la prise de risque, ce qu'est l'ambition du projet, ce qu'est le rôle et la création de valeur de chaque personne. Et c'est d'autant plus important quand, depuis la phase de maturation, on va avoir des personnes qui sont donc issues de laboratoires, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça peut être de jeunes docteurs et ça peut être également des ingénieurs de recherche ou des chercheurs du laboratoire qui sont donc néo-entrepreneurs, primo-entrepreneurs et qui ont besoin de comprendre ce que veut dire entreprendre et qui ont besoin de se positionner. Et notre accompagnement, c'est vraiment de les amener à se poser toutes ces questions-là, d'avoir une vraie introspection sur leur motivation, sur leurs compétences actuelles, sur leurs aptitudes, et puis sur la façon dont ils vont servir le projet entrepreneurial. Et surtout qu'ils arrivent à comprendre qu'ils vont créer une entité morale dont les intérêts dépassent leurs propres intérêts en tant que personne physique. Donc, c'est bien là la dissociation qu'on essaye de travailler pour que chaque personne, encore une fois, se positionne là où elle va créer le plus de valeur ajoutée et qu'elle accepte de s'associer et de faire entrer d'autres personnes au sein de cette équipe entrepreneuriale. Voilà. Okay. Donc, on a ce gros travail de réflexion. Et ensuite, quand on a bien accompagné les personnes et qu'elles se positionnent, eh bien, on va se lancer dans la recherche d'associés en complément de la personne qui vient du laboratoire. Et puis, à partir de là, avoir vraiment une approche très inclusive pour que la personne qui vient du laboratoire, elle participe depuis le début au recrutement des nouveaux entrants. Et ces nouveaux entrants, ça peut être soit des CEO qui vont vraiment prendre le leadership de la future société, soit des CTO, et puis on va également y adjoindre, si c'est nécessaire, des compétences marketing et commerciales. Donc voilà, on peut être amené à constituer des duos, des trios fondateurs. En tout cas, on accompagne vraiment des équipes et jamais un porteur isolé, puisque, encore une fois, les startups deep tech, elles sont porteuses d'ambition et de complexité à un tel niveau qu'il vaut mieux être plusieurs à porter tout cela. Donc, une fois qu'on se lance dans l'association, on a développé une plateforme d'association et qu'on a également transformé. Bien maintenant. Voilà, et qu'on a travaillé, qu'on a dupliqué en quelque sorte dans les grandes lignes avec juste, la plateforme Tandem. Ouais. Peut-être juste d'un point de vue, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais pour toute la première phase de prise de conscience et de ses propres compétences, de ses propres aptitudes et de sa place dans le projet. Est-ce que tu peux nous donner assez rapidement, parce que le temps file, un exemple ou deux d'actions très pratico-pratiques que vous menez avec les porteurs de projet? Est-ce que c'est du bilan de compétences, des ateliers, des mises en situation, de la confrontation marché comment est-ce qu'ils comprennent ce dont ils sont capables et ce dont ils ont besoin? Alors effectivement, on a des outils d'auto-évaluation de l'individu sur ses aptitudes en comportement en milieu professionnel. Donc c'est vraiment l'idée pour la personne de mieux se comprendre dans ses motivations managériales, entrepreneuriales. On a également donc des échanges de la sensibilisation en collectif, puisqu'on a tout un chaque année, on a à minima une journée de formation dans nos murs. Donc, c'est vraiment l'occasion d'échanger avec des professionnels, mais également avec des pairs et avec des personnes qui ont déjà eu ce parcours entrepreneurial. Donc, voilà. Et puis, on a des questionnaires également d'auto-évaluation et beaucoup d'échanges sur l'entrepreneuriat, la prise de risque
et les compétences métiers nécessaires. Et on demande aux personnes quand ils ont envie de découvrir ce qu'est un poste de CEO, par exemple, et qu'elles n'ont aucune connaissance en la matière, il y a tout un checklist qu'on leur demande de parcourir. Et on peut, avec les personnes qui se posent ces questions-là, donc avoir une explication de texte et on demande à la personne de s'auto-évaluer en termes de compétences ou de volonté à aller acquérir les compétences. Top, merci beaucoup. Donc, si je résume, si vous êtes un peu paresseux ou fainéant dans l'accompagnement, vous fondez une très belle équipe et puis derrière, ça roule tout seul et donc vous les laissez après faire leur vie. C'est ça. Merci pour le retour. Thomas, je passe à toi parce que finalement, dans l'histoire, en fait, vous avez ces mêmes questions d'équipe. Et puis, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais ce que je trouve assez bluffant et slash assez particulier finalement dans votre parcours à vous, c'est que vous passez sur un temps très court, en 3 mois, de 2 personnes qui ne se connaissent pas et sans projet particulier d'entreprise à une décision d'investissement 3 mois plus tard. Est-ce que tu peux nous donner les quelques jalons que chaque équipe doit passer dans ces 3 premiers mois pour que le passage en comité d'investissement soit réussi et qu'est-ce que vous leur demandez finalement à ce moment-là d'avoir accompli pour accepter de mettre des fonds dans la boîte? Oui, bien sûr. Alors, je suis conscient qu'il nous reste 9 minutes, donc je vais essayer d'aller au plus vite. Donc concrètement, nous, ce qu'on regarde en fait au niveau du comité d'investissement, ça va dépendre du type de boîte qu'on va avoir en face de nous. C'est-à-dire qu'une boîte qui va vendre quelque chose en B2B ou du software aura pas les mêmes prérequis qu'une boîte en deep tech, en bio ou en pharma ou peu importe. Donc déjà, on s'adapte vachement au projet en question. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on fait pour faire ça aussi rapidement? Donc déjà, tout se passe, à mon avis, enfin beaucoup se passe au niveau de la présélection des profils qu'on va prendre. Donc avant de lancer le programme, on fait vraiment en sorte qu'il y ait un équilibre en fait entre les CTO et les CEO. Deuxièmement, on leur transmet beaucoup de méthodologie pardon, au niveau de l'idéation. Donc on a développé des méthodes en interne du coup qui s'appuient beaucoup en fait sur des méthodes d'idéation linéaire, n'importe quoi, pardon, combinatoires, du coup entre les 2 profils des cofondateurs. Où en gros, on essaie d'inculquer en fait aux fondateurs une espèce d'obsession envers un problème à résoudre qui soit globalement scalable. Puisque nos ambitions chez Entrepreneur First, c'est quand même de monter des boîtes qui puissent lever des fonds avec d'autres fonds à capital risque que nous. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc, puisque je vous disais un petit peu en début de call, donc on a un accompagnement du coup qui est effectué par 4 entrepreneurs en résidence. On appelle ça des venture partners, nous, ici. Donc, c'est des gens qui ont monté des boîtes, qui les ont vendues, qui les ont parfois crashées. Donc, ils ont chacun, en fait, une spécialité. Donc, on va avoir Karim Slaoui, qui est le CTO de Cowboy, qui s'occupe des boîtes qui font du hardware. On va avoir Nicolas Douai, qui est un peu général, puisqu'il bossait chez Care, il a vendu sa boîte. On a Rob Bishop, qui a revendu Magic Pony, qui est une boîte qu'il avait créée chez IF, qui est beaucoup sur les projets en AI. Et donc, du coup, ces gens, on les voit, on va dire, 1 à 2 fois par semaine, dans le but vraiment de les aiguiller sur l'idéation, mais aussi de leur donner en fait beaucoup de méthodes de guérilla, on va dire, pour valider le problème et pour générer l'attraction et commencer en fait à avoir un produit qui pourrait du coup transformer cette traction en POC, ou voire même du coup en revenu. Et donc au bout de 3 mois, nous, en règle générale, ce qu'on attend d'une boîte de software, ça serait du coup donc qui soit sur un marché qui est plutôt gigantesque, bien entendu. Un produit qu'on puisse palper, pour se rendre compte si le CTO a bien les compétences, du coup de construire ce que le CEO va vendre en fait. Et du coup des preuves un petit peu d'intérêt par rapport à leurs clients. Sur une boîte en biotech, par contre, ça va être complètement différent. Encore Biogenesis, qui est une des boîtes qui est sortie d'une de nos cohortes récemment. Ils avaient beaucoup de traction aussi, mais sous différentes formes. Ils avaient des grants, ils avaient du coup beaucoup je connais plus le terme en français, je suis désolé, de NDAs en fait qui étaient signés avec beaucoup d'acteurs en fait, qui du coup pour nous dérisquaient l'investissement. Donc voilà à peu près comment on fait. Est-ce que tu es passé assez rapidement sur le sujet, mais est-ce que tu peux nous dire un mot de plus sur ces méthodes d'idéation en fait, qui finalement donnent naissance après au projet? Comment ça se concrétise? C'est vous donnez une méthode clé en main et chaque équipe se débrouille? C'est des ateliers? C'est tiré de méthodes de design? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux Très bonne nous question. éclairer un peu là-dessus? C'est un mélange un peu de tout, c'est-à-dire qu'on leur donne en début de programme en fait, du contenu qui est à lire, du coup pour leur faire comprendre qui ils sont, où est-ce qu'ils ont en fait le droit de gagner,
parce qu'il y a une grande différence entre avoir le droit de gagner un marché et avoir envie de le faire. Moi, je n'aurais aucun droit de gagner un marché biotech, par exemple. Et après, je pense que tout se passe en fait dans cette salle ici, où en fait, nous, on est là en tant qu'advisor pour les guider. En règle générale, on leur donne une recette pour comprendre si leur idée est une bonne idée. Ça va s'appuyer sur plein de piliers, comme la définition de taille de marché, comme la définition d'éléments qui pourraient être bloquants pour le développement de cette idée, qui pourraient être par exemple des régulations, vous en avez parlé tout à l'heure dans le rapport. On va essayer du coup de leur aider à trouver du coup des méthodes pour dérisquer la partie traction, donc comment parler à des clients, comment comprendre le client, comment comprendre son vrai besoin, est-ce que c'est un faux positif, ce qu'il vient de te dire ou pas, est-ce que c'est une vraie opportunité, leur expliquer les différences entre un utilisateur et un client. Enfin, c'est très, très large. C'est très, très large et c'est très, très intense. Mais voilà, en fait, tout simplement. Super intéressant. Bon, je vous préviens, on risque d'avoir 3 minutes de retard. On va essayer de ne pas dépasser ça. Peut-être pour résumer un tout petit peu ce que tu as dit entre les lignes, c'est que finalement, les critères d'investissement tournent beaucoup autour de l'analyse de marché et d'un premier produit palpable. Et donc, vous mettez un énorme focus pendant ces 3 mois-là sur, évidemment, trouver une idée grâce à des méthodologies d'idéation assez particulières. J'engage ceux que ça intéresse à reprendre contact avec Thomas si jamais vous voulez passer peut-être un quart d'heure ou 20 minutes de call avec lui pour mieux comprendre ça. Et puis après, un gros focus sur l'analyse de marché avec des appels clients, des tendances de marché assez de fond et essayer de comprendre finalement là où est le besoin réel, quoi. Voilà, exactement. Et puis, bien évidemment, le plus important, c'est le talent, hein. Donc, c'est les 2 cofondateurs qu'on a en face de nous. Il faut qu'en 3 mois, ils nous aient prouvé qu'ils aient amassé assez du coup, de connaissances sur le marché sur lequel ils se lancent, et pour qu'on puisse leur faire confiance et leur donner les clés, en fait, du coup, de leur propre boîte. Donc voilà. Super intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait une bonne transition, ce côté exploration de marché, parce que chez EDF, en fait, vous avez carrément objectivé les porteurs de projets pendant votre accompagnement sur 50 calls marché, passés pendant les 5 mois d'accompagnement, pardon. J'imagine que ce n'est pas l'intégralité de la méthode et que le secret ne réside pas dans le fait de mettre un objectif ambitieux au projet, mais néanmoins, ça reste un chiffre assez marquant, en tout cas qui moi, m'a marqué dans nos échanges. Est-ce que tu peux nous dire, Guillaume, pourquoi 50 appels, à qui et pourquoi c'est important dans ces 5 mois pour faire passer faire passer les chercheurs qui viennent chez vous d'un statut de chercheur à un statut d'entrepreneur, et puis finalement pour qu'ils puissent se décider de manière éclairée sur s'ils ont envie de créer la boîte ou pas derrière. Ben, en fait, donc, à la base, on a trois choses. La première, c'est que notre président fondateur insiste beaucoup sur le fait que c'est une citation de César qui dit « L'expérience est le maître de toute chose ». Pour savoir si on peut être un bon entrepreneur, il faut essayer, il faut se lancer. La deuxième chose, c'est que nous, on s'adresse à des gens qui ont, pour une très grande majorité, un background scientifique. Et donc, on leur parle avec la méthode scientifique qui est assez simple. On fait des hypothèses, on va sur le terrain tester les hypothèses et on s'adapte. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, on a des entrepreneurs qui ont en général comme motivation l'envie de faire sortir des technologies qui sont un peu leur bébé, de leur faire sortir du laboratoire. Et nous, notre but, c'est de leur faire comprendre que pour que la technologie sorte du laboratoire, il faut qu'eux aussi sortent du laboratoire. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on se dit, c'est qu'on leur demande de faire 50 entretiens. Alors, pas que des entretiens marché, parce que on leur demande aussi d'aller voir des fournisseurs, d'aller comprendre l'aspect réglementaire, éventuellement d'explorer des aspects pays. En gros, 50 entretiens autour de leur projet qui vont leur permettre de vérifier les hypothèses qu'ils ont fait. Ça permet, de dérisquer le projet. 2, de se rendre compte de ce que c'est que le quotidien d'un entrepreneur. Parce que si quelqu'un n'est pas capable de faire 50 entretiens ou à peu près en 5 mois, il ne les fera pas en 10 mois et il ne les fera pas en 15 mois. Et au final, il ne les fera pas. Donc, c'est aussi pour nous un bon sorte de crash test pour mettre les gens dans la position d'un entrepreneur et leur dire « Ok, maintenant, il faut que vous alliez vérifier. Il faut que vous sortiez que toutes vos hypothèses que vous avez faites sur vos business models, vous alliez les tester. Vous allez concevoir une manip
une expérience derrière chacune des hypothèses et vous y allez. Et le but, c'est aussi de changer de braquet par rapport à un rythme de laboratoire qui est parfois un peu plus lent. Top. Il y a un côté très, opérationnel du coup et très pratico-pratique qui est hyper intéressant. Est-ce qu'ils le font finalement, les porteurs de projets chez vous? Est-ce qu'ils arrivent tous aux 50 appels ou est-ce que... Alors, les 50 appels, c'est un objectif qui est difficile, on se rend compte. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui l'atteignent. En fait, on a globalement des gens qui soit atteignent les 50 appels, soit sont pas très loin. Et après, on a des gens qui sont plutôt à 5 ou 10 au maximum, et voire qui en font 2 parce qu'on leur a trouvé les gens et qu'on les a forcés. Et ça se reconnaît bien au fait qu'on a 50% des gens qui montent pas leur boîte derrière. Et pour nous, moi je préfère qu'une équipe de chercheurs se soit dit, ok, en fait c'est trop compliqué pour nous, jamais on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie d'aller voir, et donc on ne montera pas notre boîte, ça ne marchera pas. Je préfère qu'ils se le disent avec nous pendant ces 5 mois, sans s'être investi, sans avoir investi trop de temps, mis en péril une carrière académique dans leur projet, plutôt que de s'en rendre compte au bout de 2 ans sur un projet qui ne marche pas. Ouais, c'est un peu la méthode de l'électrochoc, quoi, ce qui permet de faire gagner du temps à la fois au projet si jamais il réalise les 50 appels et puis aux porteurs si jamais ils réalisent qu'ils ne sont pas faits pour ça, quoi. C'est ça, c'est les 2 objectifs. Top. Bah, merci beaucoup. Et puis pour clôturer finalement cet aperçu de différentes pratiques, Thibaut, en fait, toi, tu es entrepreneur en résidence chez Agoranov. Alors, on a eu le plaisir d'accueillir Jean-Michel Dalle là, dans une expérimentation du Deep Tank sur les entrepreneurs en résidence. Ce que je vais te dire là va peut-être te faire gonfler un peu le melon, mais il disait que c'était un des plus beaux programmes qui a été lancé chez Agoranov en termes d'impact sur les projets et de retour sur investissement. Donc, tu vois toute l'estime qu'il a pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que dans le pitch de Louise tout à l'heure, il y avait pas mal de sujets qui étaient finalement assez terre-à-terre opérationnels sur lesquels les fondateurs demandaient d'être accompagnés. Et puis toi, tu vis ça au quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles sont les missions fréquentes sur lesquelles tu interviens opérationnellement et puis comment ça s'agence avec le reste de l'accompagnement qui est propensé par Agoranov? Ouais. Alors, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mission fréquente parce que c'est assez variable d'un projet à l'autre. Je pense qu'il est assez intéressant, c'est qu'il y a une très bonne synergie avec justement l'accompagnement des chargés d'affaires qui, en gros, eux, ont une vision quand même plus stratégique, plus haut niveau, et ils mettent souvent le doigt sur des pain points précis auxquels font face les entrepreneurs à un moment T. Mais il y a toujours la problématique de ils n'ont pas la bande passante ou pas les ressources pour le résoudre tout de suite. Et là, la force du programme, je pense, c'est qu'en fait, on est un peu dans la continuité de cet accompagnement parce que on fait les premières étapes vraiment concrètement et ça donne cette impulsion qui lance un peu la machine et du coup, derrière, qui commence à résoudre le problème et qui est repris par la startup derrière. Un autre aspect, je pense, assez intéressant, c'est que donc on est plusieurs entrepreneurs en résidence en poste et on a vraiment un mix de background assez différents avec des compétences en fait qu'ils n'ont pas forcément en interne et donc on permet de combler certains aspects comme ça par la variabilité de nos profils. Si je devais résumer très rapidement, parce que je vois que effectivement le temps se file. Peut-être on peut prendre quand même une petite minute de plus. Vous êtes combien d'entrepreneurs en résidence et toi, est-ce que tu peux nous illustrer deux, trois éléments concrets que tu as fait pour le compte d'une startup ou deux que tu as accompagné, tu vois, pour qu'on mesure un peu ce sur quoi tu interviens? Ouais, donc en fait sur le poste on varie, on est entre 1 et 4, donc c'est assez variable en fonction du temps. Par exemple, pour prendre mon exemple, moi j'ai un background donc de pharmacien initialement que j'ai complété avec une école de commerce et des expériences en fait en fonds d'investissement et conseils en stratégie. Et donc j'ai pu accompagner des startups sur des aspects par exemple rédaction de documents réglementaires pour le marquage CE, des choses en fait qui prennent beaucoup de temps et qui les soulagent vraiment et voilà et qui permet de faire avancer un peu tout ça.
et qui est en santé, du coup, un gros pain point pour les boîtes MedTech, pour donner un exemple. Et tu restes combien de temps impliqué sur les projets? Là aussi, c'est assez variable. Parfois, c'est très ponctuel sur quelques jours, ou bien ça peut être des projets un peu plus long terme. Ça m'est arrivé par exemple, faire des études de marché exploratoires. Donc là, on est plutôt sur plusieurs semaines, etc. Donc tout dépend des besoins. Ok, merci beaucoup. Bon, il est déjà 18h04, donc on pourrait évidemment prolonger cet échange assez longtemps, d'autant que je pense que vous avez dans le public pas mal d'autres pratiques et pas mal d'autres choses à raconter. Malheureusement, le format est assez court, donc on va se quitter là-dessus. D'une part, je voudrais remercier Louise pour la présentation et le beau boulot qui a été fait auprès des fondateurs, et puis d'autre part, remercier évidemment les 4 intervenants de la table ronde. C'est des formats assez courts qui peuvent vous donner envie de reprendre contact avec eux, donc n'hésitez pas à les recontacter et puis peut-être à creuser certaines de leurs expériences. Et puis, je rappelle peut-être l'ambition derrière cette analyse qualitative qui a été présentée, c'est de lancer une enquête nationale auprès de toutes les startups deep tech. Et donc, d'une, vous pouvez être amené à y collaborer en contactant et en vous faisant le relais de cette enquête-là. On partagera évidemment les résultats avec tous. Et puis, si vous avez une ou deux questions que vous êtes toujours posées sur les petits secrets des startups deep tech, n'hésitez pas à les faire passer à Louise, qui sera ravie de les agréger et de les rajouter au questionnaire en essayant de satisfaire le plus de monde. Encore un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis à bientôt pour le numéro 4 des Mardis de la Deep Tech le 23 novembre à 17h.